Bonjour à tous, je suis Émilie, la cofondatrice de My Job Blessings et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle série de webinaires qui s'appelle À la découverte du service de santé des armées. Alors, pour m'assurer que vous m'entendez bien, je vais vous inviter à aller dans le chat qui se situe en bas à droite et à m'envoyer un petit bonjour. Bonjour Olivia, bonjour Valentine, bonjour Candice, bonjour Constance, bonjour Agnès, bonjour Justine, bonjour Naïma, bonjour Arthur, bonjour Astrid, bonjour Sébastien, bonjour Oriane, bonjour Elsa. Vous êtes nombreux, ravis de vous retrouver et de lancer cette nouvelle série de webinaires qui va vous amener à la découverte du service de santé des armées. Nous aurons différentes sessions tout au long de l'année où nous vous ferons découvrir le parcours exceptionnel d'un professionnel du service de santé des armées pour mieux découvrir ce service et l'ensemble des métiers qui le composent. Alors, dans quelques instants, je vais avoir notre première invité qui va nous rejoindre, mais je voulais vous expliquer comment ça allait se passer. Dans un premier temps, je vais avoir la chance d'échanger avec notre invité. Et puis, dans la deuxième partie, vers 18h30, 35, c'est vous qui allez pouvoir prendre la suite et poser des questions. Pour ça, je vais vous inviter à aller dans l'onglet questions qui se situe juste à côté de l'onglet chat et de poser une question à notre invité en donnant quelques informations pour aider notre invité à mieux se projeter et à mieux comprendre qui vous êtes. Donc, il me faut un peu de contexte. Votre prénom, votre âge, les études que vous suivez et suivi de votre question, ça me permettra de mieux expliquer et qu'on comprenne mieux avec notre invité vos attentes pour pouvoir y répondre le mieux possible. Écoutez, je pense que je vais pouvoir inviter à me rejoindre le médecin en chef Sébastien Ramad qui va me rejoindre dans quelques instants. Et c'est la magie du direct. Normalement, dans quelques secondes, le médecin en chef Sébastien Ramad devrait être juste à côté de moi. Bonjour voilà. Émilie, bonjour à tous et Sébastien. à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement, on vous entend bien, on vous voit bien. Très Bonjour bien. Sébastien, merci d'être avec nous. Merci de prendre le temps de venir partager avec les jeunes qui sont nombreux ce soir votre incroyable parcours. Alors, dans la première partie, on a une petite coutume. Ça s'appelle la carte d'identité de l'invité. Donc, je vais vous poser quelques questions auxquelles on répond de manière assez rapide pour apprendre un petit peu à mieux vous connaître. Et puis après, on pourra retourner sur votre parcours et dans la deuxième partie, répondre aux questions des jeunes qui sont avec nous. Parfait. Donc, Sébastien, ma première question. Je suis désolée. C'est votre grade. Alors, le grade service de santé, c'est médecin en chef. Et la dénomination, ce qu'on appelle les grades d'apparence, c'est ce que vous voyez à l'écran, ça s'appelle colonel. Donc en fait, pour m'appeler au quotidien, il y a plusieurs solutions. Docteur, monsieur le médecin en chef, mon colonel. Mais l'appellation officielle, c'est médecin en chef. Parfait. Est-ce que je peux vous demander votre âge? 45 ans. Plus pour longtemps, pour quelques mois, mais 45 ans officiellement pour l'instant. Est-ce que vous avez rejoint le service de santé des armées en quelle année? Alors moi, j'ai intégré les écoles de service santé des armées juste après le bac. Donc, alors, c'est pas tout à fait juste après le bac. En fait, je me suis ramassé une première fois au concours, donc j'ai raté d'une place. J'étais sur liste complémentaire et c'était pas l'année. Du coup, j'ai fait 1 an en maths sup en lycée militaire. Ça ne m'a pas plu et donc j'ai repassé le concours de santé et donc j'ai intégré l'école du service santé des armées qui à l'époque existait à Bordeaux. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une seule qui est à Lyon et donc en août 96. Parfait. Quel est votre meilleur souvenir au sein du service? Alors, assez peut-être classiquement, en tant que soignant, les meilleurs souvenirs, on les a avec les patients. Ça, c'est clair. Non, le plus beau souvenir que j'ai de ma carrière, c'est voilà, c'est des moments que j'ai pu passer
dans une certaine forme d'intimité avec les patients que j'ai suivis qui étaient victimes de blessures psychiques, ce qu'on appelle le psychotraumatisme pour parler un petit peu technique. Et une fois qu'on aide ces patients, qu'on les accompagne et que ils reviennent à la vie la plus normale possible, bah, en fait, c'est les remerciements quand ils viennent. Moi, je me souviens d'un patient qui était venu me voir avec sa petite famille. Sa femme, ses 2 enfants qui devaient avoir 3 et 5 ans. Et en fait, voilà, c'était sa manière à lui de me remercier parce qu'il voulait que absolument sa famille voit ce docteur dont il leur parlait, mais matin, midi et soir, qui, alors ce sont ses mots à lui, hein, c'est en toute humilité de ma part, parce que c'est pas une victoire individuelle, c'est une victoire collective. On avait réussi voilà, à le sortir de la situation délicate dans laquelle il était initialement. Et voilà, lui, ce qu'il voulait, c'est que sa famille voit se mettre un visage sur le nom d'un docteur qu'il avait accompagné. Et en fait, il m'avait offert une petite lampe de chevet, voilà, que j'ai toujours sur ma table de chevet. Donc voilà, tous les soirs, je pense à lui parce que voilà, c'est des souvenirs fabuleux. Inspirant. Est-ce que, dans le cadre de vos missions, vous avez été en opération extérieure, ce qu'on appelle les OPEX? Est-ce qu'il y a un souvenir qui vous a marqué justement dans le cadre de ces OPEX? Alors là, pareil, c'est le souvenir. Alors, c'est quand j'étais sur ma deuxième mission, j'étais un jeune praticien, j'étais sorti d'école en décembre 2006. Là, on se situe en 2007, 2008-2009. On est quelques mois après l'embuscade de Douzbine. Alors, peut-être que les plus jeunes ne se souviennent pas. En fait, c'était une embuscade où les soldats français ont été pris à partie. On a eu beaucoup de pertes. Médiatiquement, ça a vraiment été un choc important. Moi, je suis parti, donc Ouzbine, c'était en août. Moi, je suis parti en septembre. Je suis resté 6 mois et demi là-bas. Et en fait, j'étais dans des équipes de militaires français qui étaient avec des bataillons de l'armée afghane. Et donc, on était immergés dans ces bataillons pendant 6 mois et demi. On les accompagnait partout où ils allaient. On les formait. Et au moment de partir, on passait le relais à une autre équipe française. Il y avait une petite cérémonie de clôture, de départ. Et en fait, le commandant de ce bataillon afghan était un ancien lieutenant du commandant Massoud, que certains connaissent peut-être, qui est un héros pardon, de la résistance afghane face à l'armée rouge. Et ce monsieur, voilà, c'était un monsieur avec un grand M. Et quand on s'est quitté, on a eu une longue accolade. Il avait les yeux bien mouillés, et je les ai eu bien mouillés après, je vous le garantis. Et je me suis dit, voilà, ça m'a fait de la peine de me dire, voilà, moi je repars dans mon pays en paix avec ceux que j'aime. Toi, tu es encore là, encore pour de longues années. Et quand je pense à ce monsieur, et quand on voit aujourd'hui que les talibans ont repris le pays, je me dis, mais j'espère que cet homme-là est toujours en vie et qu'il a pu se mettre en sécurité, lui et sa famille, parce que voilà, c'était un grand monsieur. Voilà, tout simplement. Des histoires humaines et des relations qu'on sent fortes qui sont nouées sur des terrains d'opération. Parfait. J'avais une question aussi justement sur le plus gros challenge auquel vous avez dû faire face. Alors là, on est dans un contexte tout autre. On n'est pas en France. Là, je vous amène en Guinée-Conakry, à Conakry, la capitale, en pleine épidémie Ebola. Alors Ebola, pour les plus jeunes, pour vous dire, c'est du Covid version XXL, hein, parce que le taux de mortalité n'est pas tout à fait le même. Hein, ça chauffe bien le Covid. Et en termes d'isolement, bon, vous avez, je pense, beaucoup d'entre vous pas très bien vécu votre isolement version Covid. Version Ebola, c'est au-delà de l'isolement, si vous voulez. Là, vous voyez personne. Et les soignants que vous voyez ne portent pas juste un masque, une combinaison et puis un petit bonnet. Là, c'est quasiment des combinaisons de cosmonautes où vous voyez qu'une paire d'yeux à travers une petite visière. Et ce qui était terrible, c'est que les patients qui survivaient à cette maladie me disaient tous, mais en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on a l'impression d'être soigné par des cosmonautes arrivés de je ne sais où, de l'espace. On ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui est médecin, c'est un homme, une femme, enfin, il n'y a aucune humanité dans cela. Et ce qui était terrible, alors vous l'avez peut-être vécu si certains ou certains d'entre vous ont eu le Covid en début d'épidémie, c'est que le Covid, souvenez-vous, au début, avant qu'il y ait les vaccins, quand vous l'aviez, raison de plus, ou quand vous en étiez guéri, il y avait toujours un doute dans votre entourage en disant, bon, est-ce qu'il n'est pas contagieux? Souvenez-vous les épisodes lunaires où les enfants étaient jetés des magasins parce que c'était l'ennemi à Covid et il y avait des mères qui se faisaient jeter avec leurs enfants. Bah là, en Ebola, en fait, ce qui était terrible, c'est que quand vous guérissiez d'Ebola,
la population ne vous croyait pas quand vous étiez guéri. Ce qui fait qu'on pouvait vous guérir médicalement, biologiquement, mais vous étiez un mort social. Alors, en Afrique subsaharienne, ce qu'il faut savoir, c'est que la mort sociale, c'est la pire chose qui puisse vous arriver. C'est-à-dire que la vie dans la communauté, au sein du village, au sein de la ville, de la famille, c'est ce qui vous retient en vie, en fait. C'est ça votre raison d'être. Nous, on peut être plus ou moins asocial, plus ou moins accro aux écrans, machin. On peut éventuellement, pour certains, s'en contenter. Mais vous l'avez vu, vous êtes probablement beaucoup de jeunes ce soir. Voilà, ne plus avoir de vie sociale, c'est une horreur. Et donc, ma mission là-bas était dans le cadre d'un centre de traitement qu'on avait monté pour les soignants qui avaient été contaminés par Ebola, de rendre culturellement acceptable notre prise en charge et notre isolement version européenne. Alors, c'était une aventure fabuleuse. Je me suis baladé dans tout Conakry en plein Ebola, mais enfin, on serrait des mains. Enfin, bref, c'était fabuleux. Heureusement, je ne l'ai pas eu. Et en fait, on a beaucoup travaillé sur l'acceptabilité, ce qui fait qu'on a essayé d'humaniser la prise en charge. Alors, pour savoir, c'était des petits box en plastique hein, avec un lit pliant, une petite chaise. Donc, comme en Guinée-Conakry, souvent, la population musulmane, on avait mis un petit croissant sur un des murs pour qu'ils puissent voir où était la Mecque, pour qu'ils puissent faire leur prière. On avait apporté un petit kit de prière et un petit kit de dignité. Et les soignants qui venaient avec leur grosse tenue avaient une tablette avec une galerie de photos et se présentaient dès la photo en disant « Bonjour, je m'appelle Sébastien, je suis docteur. Bonjour, je m'appelle Isabelle, je suis infirmière, voilà qui je suis. » Et on avait aussi monté des soirées dansantes au centre du centre de traitement. Alors, pour ceux qui ne sont pas soignants, imaginez, pour vous projeter un petit peu, imaginez-vous dans un service de soins palliatifs dans un hôpital où tout le monde a le cancer version XXL et vous organisez des soirées dansantes où les gens qui sont en train de mourir entendent les autres en train d'écouter les musiques de DJ, en train de danser. Alors chez nous, ça serait légèrement indécent, je pense. Chez eux, en fait, c'est complètement culturel. Et les patients nous disaient, en fait, même quand on sent qu'on va mourir, savoir qu'il y a de la vie autour de nous, ben, ça nous rend heureux. C'est-à-dire que voilà, la vie continue malgré la mort. C'est vraiment une philosophie qui est magnifique. Et donc, voilà, on avait monté ce projet et ça avait très, très bien marché. Et voilà, donc encore une expérience humainement vraiment fabuleuse, mais en mode XXL. Et après, voilà, quand on vit le Covid derrière, on se dit, bah, finalement, voilà, apprenons aussi des autres cultures pour se redonner goût à la vie. Et probablement qu'il y a des jeunes ce soir qui se disent, mais en fait, mon premier désir en sortant de la période Covid, c'était danser, m'amuser, revoir les gens. Bah, voilà, j'ai dire, c'est un petit peu humaniste comme sentiment. Waouh! J'enchaîne avec une question. Oui. Est-ce qu'il y a un livre ou un film qui vous a donné envie de devenir médecin militaire? Et je ne sais pas si vous aviez envie d'être médecin d'abord ou militaire d'abord. C'est intéressant aussi de se poser, de se poser peut-être cette question-là. Alors là, du coup, ça va peut-être un peu casser le mythe. Je ne suis pas tout petit né avec la vocation médecin militaire. J'étais probablement comme certains petits garçons très attachés à l'armée. Voilà, j'étais fasciné par les uniformes. Évidemment pas par la guerre, parce que je ne vois pas ce qu'il peut y avoir fascinant dans la guerre, mais voilà, par les uniformes, le défilé du 14 juillet, ça me mettait des paillettes plein les yeux. Le côté médecin est arrivé très très tard en terminale, alors il était temps que je me décide. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui sont bons dans plein de choses, du coup, c'est très difficile de faire des choix. Donc, moi, c'était le cas. L'avantage, c'est que quand on est bon dans une chose, on se dit, bah, de toute façon, il n'y a que cette voie-là, donc on y va. Et en terminale, voilà, probablement, voilà, j'ai eu le malheur que mon père soit décédé quand j'étais très très jeune d'une longue maladie, puisque c'est le terme consacré. Et voilà, il faudrait que j'en parle peut-être avec mon psy à l'occasion, si j'en prends un. Probablement qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché et que voilà, le fait d'associer cette passion et puis cet accident de la vie, si je puis dire, voilà, c'était mon moyen à moi peut-être de réparer quelque chose. Voilà, je ne sais pas quelle est vraiment la profondeur du raisonnement. Et pour répondre à votre première question, alors plus qu'un livre, plutôt une citation qui m'a vraiment marqué. C'est une citation de Nelson Mandela, un type que je trouvais fabuleux, qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et c'est vraiment, voilà, je crois quelque chose qui m'a forgé, c'est-à-dire parfois un petit peu... Alors,
chez les latins, on va dire, parfois quand on est face à un échec, voilà, c'est la fin du monde, je ne vais pas y arriver, se dire finalement, à travers l'échec, c'est peut-être une chance que j'ai de me remettre en question et de me remobiliser et d'en tirer du positif. C'est quelque chose qui vous rend vraiment optimiste dans la vie, surtout quand vous affrontez des épreuves difficiles. Et le film, alors justement, j'y ai repensé longuement avant ce webinaire. Alors je suis désolé pour les plus jeunes, vous n'avez peut-être pas vu le film, hein, d'où mon âge que je vous indiquais en début de webinaire. C'est un film qui est tiré d'un livre de Stephen King qui s'appelle La ligne verte. Qui est un film absolument fabuleux. Alors, je vous fais un résumé parce que si on va passer toute la soirée ensemble, on va cramer le forfait. En fait, c'est l'histoire, c'est dans les années 30 aux États-Unis, donc avec cette histoire où les États-Unis sont un petit peu en train de se positionner par rapport au racisme. Et vous avez, c'est dans une prison américaine, vous avez Tom Hanks, pour ceux qui connaissent, qui joue des rôles d'une humanité absolument fabuleuse, qui est gardien de prison. Et le prisonnier est un grand black hyper musclé qui est accusé d'avoir violé et de tuer 2 fillettes. Et en fait, qui est dans les couloirs de la mort, bien évidemment, et toute l'histoire du film, c'est comment quelqu'un qu'on accuse du pire, parce que je ne vois pas ce qui peut être pire que de maltraiter et de tuer des enfants, va faire preuve d'une grande humanité et va presque redonner goût à la vie aux gardiens de prison. Voilà, c'est un film, waouh, on vous en prenait vraiment plein les yeux. Voilà, le film. Et tout au long, alors pourquoi ce film? Parce qu'en fait, tout au long de ma carrière, quand vous êtes sur des conflits armés, vous le voyez à travers les médias aujourd'hui, c'est forcément violent, il n'y a rien de beau dans une guerre, hein, il n'y a que des mauvaises choses. Se dire, voilà, on va chercher en permanence ce petit fil d'Ariane qui est ce sentiment d'humanité, et le soignant, s'il n'est pas humain, il n'y a plus beaucoup de choses humaines sur un théâtre de combat. Se dire, voilà, on va en permanence, par son action, par ses paroles, par ses gestes, essayer d'apporter ce tout petit fil d'Ariane qui va faire qu'à un moment, on reste des humains et on ne devient pas des animaux, tout simplement. Merci Sébastien pour cette première partie inspirante. Je propose d'enchaîner du coup sur votre parcours. Donc vous nous avez dit que vous avez commencé à l'école de santé des armées. Après un premier échec, ça a fonctionné. Donc c'est un bon message aussi pour ceux peut-être qui ont raté une première fois le concours. Ne lâchez pas, ça peut fonctionner après. Vous faites vos études du coup à Bordeaux, puisque à l'époque c'était à Bordeaux, maintenant c'est plutôt à Lyon, si j'ai bien compris. Uniquement à Lyon. Ouais. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, je débute mon premier poste dans les troupes de marine à Angoulême. C'est l'armée de terre, hein, les troupes de marine. Là, moi, j'avais choisi l'armée de terre en sortie d'école. Je commence dans un poste troupe de marine. Donc là, moi, je suis sur la génération, les jeunes médecins, on les envoyait, comme je l'ai indiqué, sur un de mes souvenirs en Afghanistan. Donc, première mission, 2 missions en Afghanistan, des missions très dure, mais humainement absolument fabuleuse. Et vraiment, j'ai eu vraiment cette chance de vivre au milieu des Afghans. Alors, c'était des militaires, certes, mais c'était au milieu des Afghans. Et j'ai vraiment découvert une culture très, très riche. Des gens qui sont, malgré ce qu'on pourrait voir d'un œil français, des gens très ouverts, très fiers de leur culture et qui ont été en permanence. On a eu je me souviens des soirées entières à débattre de sujets vagues, mais chacun respectait la culture de l'autre. C'était vraiment fascinant. Et également, c'est à cette époque qu'on a pris en charge également, c'était mon rôle quand j'étais en France, en fait, le retour des soldats français qui pouvaient être blessés physiques, parfois être blessés psychiques, parfois les deux, parfois sans blessure. Et donc, mon rôle était aussi de les accompagner, de reprendre un petit peu leur place au sein de leur famille, au sein du régiment, d'une vie, j'allais dire, normal finalement, mais voilà, quand on sort de théâtre difficile, c'est pas forcément simple de revenir à ce que nous on pourrait considérer comme une forme de norme en fait. Voilà. Donc ça c'est votre premier poste en opération à l'extérieur. Puis après, en revenant en France, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer un peu la différence de rôle entre quand vous êtes en mission à l'extérieur, qu'est-ce qu'on attend de vous en tant que médecin, et quand vous êtes en France, où vous avez un autre rôle en tant que médecin aussi?
Alors, nous, le médecin généraliste, parce qu'en fait, les médecins qui travaillent comme moi dans l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, nous sommes des généralistes. Donc, on a une activité de soins, mais c'est ce que vous connaissez chacun et chacune chez votre médecin généraliste. On a un côté médecine du travail, c'est-à-dire que tous les militaires passent tous les ans ou tous les 2 ans en visite d'aptitude, voir si leur santé va Mhm. bien, pouvoir faire de la prévention. On a aussi une casquette médecine d'expertise, c'est-à-dire qu'il y a des aptitudes au recrutement dans l'armée, donc on doit s'assurer que les militaires sont aptes à l'engagement et restent aptes en cours de carrière. Et troisième casquette, c'est ce qu'on pourrait appeler les conseillers santé du commandement, c'est-à-dire, imaginons, on parlait du Covid tout à l'heure. Durant l'épidémie Covid, vous doutez bien que si les armées avaient appliqué au sens strict du terme toutes les mesures Covid, on ne pouvait plus s'entraîner, on ne pouvait plus rien faire. Donc là, le médecin militaire, il doit trouver justement ce compromis entre les contraintes sanitaires, ne pas mettre en danger les militaires de manière inconsidérée, mais leur permettre de s'entraîner et de remplir leur mission parce que à l'époque où le Covid a éclaté, nous étions engagés au Sahel, dans Barkhane, et donc on ne pouvait pas se permettre de ne plus renouveler les militaires à Barkhane. Voilà, Très donc ça clair. c'est notre travail en métropole de manière générale. Quand on est en mission extérieure, alors là on devient vraiment le médecin de nos soldats. Donc là on les accompagne, on fait la consultation, le soin, et dès qu'ils sortent, on va dire, à l'extérieur des bases ou des camps, si vous voulez, on les accompagne sur le terrain. Et évidemment, s'il y a des blessures, on les prend en charge, on les évacue. Et s'il y a des blessures par accident, eh bien on peut tout à fait les prendre en charge et les faire évacuer. Donc une médecine au quotidien vraiment plus en lien avec la médecine générale et la médecine de prévention, et en opération extérieure, à la fois de la médecine de soins, mais surtout de la médecine d'urgence et ce qu'on pourrait appeler de la médecine de guerre, pour parler simplement. Très clair. Après cette première expérience, du coup, en OPEX et en France, qu'est-ce que vous faites? Alors là, j'ai eu de la chance. Juste avant de repartir une troisième fois en Afghanistan, le téléphone sonne. Bonjour, on a besoin d'un médecin en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous êtes dispo pour partir dans 2 mois? Ça tombait bien. Bon, j'avais une Plutôt conjointe, mais sympa. j'avais pas d'enfant. Ça tombe bien. On va tester le Pacifique. Auris, même s'il y a des cyclones, ça va être moins rock'n'roll. Donc, je file en Nouvelle-Calédonie. Donc, alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent un petit peu la Nouvelle-Calédonie. Donc, j'étais à Ploum. Donc, c'est un petit peu au sud de Nouméa. C'est un régiment de troupes de marine. Donc, on a des troupes là-bas qui sont prépositionnées. Alors, expérience fabuleuse. Moi, je ne connaissais pas le Pacifique. Là, vous en prenez plein les yeux. Hein, c'est comme dans les cartes postales. Au quotidien, en régiment, exactement la même chose. Donc voilà, et j'ai eu la chance de faire des missions un petit peu dans les pays autour, notamment un pays alors, qui n'est pas forcément très connu, c'est une ancienne colonie franco-britannique, c'est probablement le seul endroit au monde où on s'est entendu sur un pays à un moment ou à un autre. Ça s'appelle le Vanuatu. Alors pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés plus tard, c'est aussi un paradis fiscal, mais bon, moi à l'époque j'étais et je suis toujours pas concerné par la thématique. Et donc on allait monter. Alors pour le coup, le nom de la mission, ça fait pas très guerrier, ça s'appelait les missions Castor. Alors, ça porte bien son nom. Pourquoi? Parce que la mission, on nous mettait sur donc c'est un archipel, hein, le Vanuatu, sur une des îles du Vanuatu pendant 3 à 4 semaines. Avec des militaires français, on rénovait un dispensaire et après, on remettait le dispensaire à la population de l'île. Et pendant ce temps-là, donc moi, j'assurais les consultations, le soutien sanitaire des militaires français. Et donc également, donc je faisais du soin pour la population, je formais le médecin du dispensaire, l'infirmier. On faisait aussi de la prévention, donc sur le sida, des thèmes un peu comme ça. Et là, j'ai découvert une culture que je connaissais pas. C'est vraiment tout ce qui est lié à l'animisme, les croyances. Alors, c'est pas du tout péjoratif, hein, donc j'ai découvert un petit peu ce monde. Alors, imaginez, vous êtes le soir au coin du feu, vous entendez des bruits d'animaux que vous ne connaissez pas et que vous ne connaîtrez probablement jamais. Et là, on vous explique qu'en fait, voilà, si vous retrouvez un sort, vous êtes transformé en chauve-souris, que si vous avez un sort en fonction de ce que vous mangez ou pas, vous devez devenir complètement fou allié. Vous dites, waouh, quand même, enfin, même si vous n'y croyez pas, vous dites. Wow, on va faire gaffe quand même à ne pas se les mettre à dos, parce que si ça marche vraiment leur truc, je ne sais pas en quel animal je vais être transformé. Et là, j'ai eu une expérience, enfin, pour moi, c'était fabuleux. Alors, pour les plus jeunes, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens de mon âge, quand on était petit, on avait 2 doudous super tendance. Alors, il y avait à l'époque encore la Sophie la girafe.
voilà, qui existe encore. Et il y avait un animal qui s'appelait le kiki. Alors le kiki, c'était un petit ourson comme ça, avec un pouce comme ça qui faisait biberon. Et en fait, beaucoup d'enfants de mon âge, c'était le doudou voilà, qu'il fallait acheter avec Sophie la girafe. C'était le binôme des doudous. Et en fait, dans ce pays-là, on mange des chauves-souris. Et quand on vous sert la chauve-souris, le premier plat de chauve-souris, alors vous avez les ailes version Batman, c'est assez sympa. Et au milieu, vous avez le kiki en noir cuit. Et vous dites, alors symboliquement, pareil, il faudrait que j'en parle un jour à un psy, ça fait quoi de manger son doudou symboliquement? En tout cas, le kiki, c'est super bon. On dirait du poulet. Je me suis éclaté. Et donc, ça a été une expérience absolument fabuleuse. Alors, je suis désolé, on est loin du rôle du médecin militaire qui va guerroyer à droite à gauche. Mais l'expérience de manger son doudou, moi, essayer, ça peut être assez sympa. Voilà. Le faites pas tant que votre enfant est petit qu'il en a besoin, parce que je pense que vous allez traumatiser le gosse, mais plus grand quand vous avez passé l'âge. Voilà. Donc, j'ai symboliquement, je puis manger mon doudou. Je suis sorti de cette île de manière absolument fabuleuse. Alors, pour la petite anecdote, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est au cours de cette mission où j'ai rencontré la future mère de mes enfants. Je ne pouvais absolument pas blairer pendant la mission parce que moi, je m'occupais de l'hygiène et elle était en charge de tout ce qui était alimentation. Donc, autant vous dire que voilà, j'étais contrôleur des impôts avec quelqu'un qui faisait de l'évasion fiscale, globalement. Et en fait, à la fin, le chef du village nous adorait. Et à la fin, juste avant de partir, il nous dit, je vous vois ensemble, vous mariez ensemble. Bon, on l'a regardé poliment, c'était l'ancien, c'était le chef. On s'est dit, mon pauvre ami, si tu savais d'où on part, je crois que la probabilité est à zéro. Et en fait, des années plus tard, on s'est recroisés. Et puis voilà. Donc voilà, la petite anecdote perso. Petite anecdote perso, c'était génial. Et il ne s'est pas trompé, puisque voilà, aujourd'hui, voilà, c'est absolument fabuleux. Voilà, mon expérience au Vanuatu, à l'autre bout du monde. Et donc, l'opération Castor, voilà, qui aurait pu être l'opération Cupidon, mais en décalé de quelques années, évidemment. Voilà, ma petite vie en Nouvelle-Calédonie. Donc, on voit que vous voyez du pays, que vous voyagez beaucoup, que vous découvrez des nouvelles cultures. Vous rentrez en France après ça, en métropole, voilà, donc là, j'avais et vous mangé avez mon un pain rôle blanc. plus classique. Ça doit être difficile aussi de s'adapter à ça. C'est au-delà de ça, ça a été vraiment violent. Imaginez, on m'a dit, très bien, tu es dans le Pacifique, tu as mangé ton pain blanc, maintenant tu manges un peu de pain noir, tu vas aller vers l'Est. D'accord. Alors moi, du coup, je suis allé à Belfort. On m'a dit, c'est sympa, il y a des lions. Alors c'est le seul côté africain de la ville, hein. En effet, il y a une magnifique statue de lion. Je me doutais que le climat était rude, mais quand je suis arrivé, donc fin septembre, il faisait 30 degrés, grand soleil. Une semaine plus tard, il y avait 1 mètre de neige, début octobre, jusqu'à début mai. En Ah gros, oui. l'hiver nucléaire. Je me suis dit, waouh, c'est génial. Si on a l'hiver 8 mois par an, et un mois d'été, ça va être vraiment long, parce que là, ça a vraiment changé du Pacifique. Donc, j'y suis un peu allé à reculons, et là, j'étais dans un régiment d'infanterie, qui sont surnommés les gaillards, pour l'anecdote. Et sincèrement, j'ai passé 3 années inoubliables, fabuleuses. C'est là où j'ai eu le souvenir de mon patient qui m'a ramené ma petite lampe de chevet. Et là, on a pu monter avec le commandement, avec tout l'encadrement du régiment, vraiment un programme pour détecter, pour accompagner les blessés. On a mis en place plein de choses, l'accompagnement des familles. Ça a été vraiment fabuleux et 3 années vraiment exceptionnelles. On a vraiment pu voilà, accompagner nos blessés, les remettre en selle, leur permettre de reprendre goût à la vie. Et ça a été humainement vraiment fantastique. Pareil, les yeux ont bien été mouillés, mais ce sont des larmes qui font du bien, si vous voulez. Parfait. Et donc, forcément, il a fallu cocher la case opération extérieure. Donc là, je suis allé à Serval, au Mali. Alors, pas le premier Serval, ouverture de théâtre. C'était le troisième mandat. Mandat fabuleux, nouveau pays, nouvelle culture. Moi, mon rôle, j'étais médecin dans un détachement qui faisait les convois logistiques. C'est qu'on transportait la nourriture, tout ce dont avaient besoin les soldats français. Donc, moi, j'étais basé à Bamako, donc à l'ouest du Mali, la capitale. On allait chercher les containers à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et on les ramenait à Gao, qui est tout à l'est du Mali. Donc, globalement, c'est 3-4 fois la largeur de la France. On a pu monter jusqu'à Tombouctou. Donc, voilà, j'ai vu des paysages absolument fabuleux durant cette mission-là. Très belle mission également. Comment ? Excusez-moi, Sébastien, dans cette mission, vous êtes là en tant que médecin, vous êtes tout seul ou il y a d'autres personnels du service de santé des armées qui vous accompagnent ?
Alors moi, dans mon équipe, je suis le seul médecin. J'ai non, pardon, on était 3 médecins. Moi, j'étais le responsable de l'équipe. On avait 3 infirmiers. On avait une dizaine de secouristes avec nous. Et donc, sur les convois, généralement, c'était un médecin, un ou deux infirmiers et plusieurs secouristes. D'accord. Voilà. Donc, culture fabuleuse. Alors, ça peut paraître étonnant maintenant que les relations sont moins bonnes avec le Mali, mais à l'époque, quand je suis arrivé à Serval 3, il y avait des écoles qui étaient baptisées École François Hollande, il y avait des drapeaux français partout, c'était vraiment, vous étiez vraiment les libérateurs du pays à cette époque, et donc l'accueil était vraiment très chaleureux. C'était vraiment très intéressant. Voilà, une expérience encore humainement très forte. Si j'avais peut-être une anecdote à Ouais. vous donner sur cette mission. Alors en fait, ce qui est assez difficile en fait quand vous êtes médecin militaire, c'est que quand vous faites de l'aide médicale à la population, on n'avait pas forcément le temps de suivre les patients dans le temps. Hein, vous ne pouvez pas, comme en France, les suivre en 2, 3 semaines, voir si le médicament fonctionne bien. Et donc, vous êtes obligé de faire un petit peu le côté un petit peu magique, avec un effet un peu waouh. On dit, voilà, vous êtes le médecin français, il y a le côté un peu French doctor, on a une excellente réputation dans le monde. Et on dit, voilà, docteur, voilà mon enfant, il est blessé, qu'est-ce que tu proposes pour le sauver? Et vous savez que dans 2, 3 heures, vous allez quitter le village et vous ne reviendrez probablement plus dans ce village. Alors, un truc d'aventurier, si pour l'été prochain, vous avez des accidents et que vous êtes en plein milieu de la jungle, quand vous avez une plaie, en fait, alors ce qu'il faut savoir, en Afrique, ils se coupent beaucoup. Alors, non pas nous avec les ciseaux ou les cutters, eux, c'est les coupe-coupes, hein, donc c'est des gros trucs avec des lames monstrueuses. Et donc, quand vous prenez un coup de lame, forcément, ça fait des plaies assez intéressantes. Vous doutez bien qu'avec la chaleur, l'humidité, l'absence de désinfection, les plaies évoluent pas forcément super bien. Et un truc qui marche super bien, c'est de mettre dans la plaie, alors selon ce que vous avez sous la main, soit du Ouais. sucre en poudre, soit du miel. Et ce qui est top, c'est que quand vous mettez du sucre, d'une substance hyper sucrée dans la plaie, non seulement ça enlève tout ce qu'on a, le côté blanc, vous savez, quand vous cicatrisez, vous avez un peu une couche blanche qu'il faut parfois pas facile à enlever, donc ça enlève la couche blanche, ça enlève l'infection, ça empêche l'infection, pardon. C'est pour ça que souvent, quand vous êtes malade, on vous dit tiens, vous avez mal à la gorge, faut manger du miel parce que c'est antiseptique. Et vous laissez ça pendant 2, 3 jours, vous retirez le sucre, vous en remettez ou vous remettez du miel. Et en Afrique, il y a beaucoup de miel, contrairement à certaines régions chez nous. Alors, évidemment, vous doutez bien que le Malien, il vous regarde bizarre. Il dit, le mec, il Ah vient de oui. France, il a des diplômes français, il a des médicaments en plein la boxe et il me file du miel. Waouh, super, docteur français. Bah oui, grand, mais toi, si je veux que tu fasses ton pansement régulièrement, je vais te filer les bancs de coton et le miel, je suis sûr que tu en auras et je suis sûr que tu vas pas faire de bêtises dessus. Et donc, voilà, on traitait les plaies comme ça marche du feu de Dieu. Et notamment, bah, vous doutez bien, les enfants, le bras zéro, il est à hauteur d'enfant, et donc forcément, les accidents domestiques, les brûlures, on avait plein. Et donc, voilà, on a fait un petit peu de la médecine, un peu grand spectacle, mais en tout cas qui marche très bien. Et donc, c'est un peu aussi le côté qui est sympa chez nous, c'est qu'on doit s'adapter aux moyens du bord et avec le temps dont on dispose pour prendre en charge une patiente, une petite patiente ou un petit patient ou quelqu'un de plus âgé. Voilà. Un souvenir que je trouve assez sympa. Voilà, la médecine au miel. Voilà, c'est pas top chef, mais bon, ça vaut ce que ça vaut, quoi. Non, c'est pas mal. Et puis, vous nous avez donné une recette de grand-mère, si je puis dire, qui Exactement. permet, qui Voilà, permet voilà, en cas de petits pépins et on se retrouve perdu quelque part sans pas grand-chose autour, on se rappellera de vos conseils. voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe après ça, Sébastien? Alors après, je pars faire un autre métier. Je pars à l'école du Val-de-Grâce à Paris sur un centre de formation par la simulation où là, je vais transmettre mon expérience en étant formateur au ce qu'on appelle chez nous le sauvetage au combat. Pour parler clairement, c'est prendre en charge des blessés de guerre. Donc, je formais les médecins, les infirmiers qui partaient sur les théâtres de conflit pour les former, les remettre à niveau avec mon équipe pédagogique au cours de stage. Et donc, ça a été 4 années fabuleuses. J'ai découvert mon attrait pour la pédagogie. Donc voilà, c'est ce sentiment d'utilité, non plus à travers le soin cette fois-ci, mais à travers la transmission de son savoir. Et là, du coup, ça dure combien de temps? Vous êtes seul? Comment ça se passe?
Alors là, on est en équipe, donc on était un médecin, deux infirmiers, et après des renforts qui venaient selon les formations. Là, il y a eu en fait, là, c'était vraiment. Alors, c'était le cas sur d'autres, sur mes OPEX, mais là, je m'attendais vraiment pas à ça en venant dans le monde de la formation. C'est que dans la vie du militaire, de manière générale, euh, votre petite histoire avec un petit H rencontre parfois la grande histoire avec un grand H. Et là, clairement, c'est ce qui s'est passé. Novembre 2015, les attentats à Paris. On a eu beaucoup de chance, si je puis dire, parce que ça n'a pas fonctionné comme les terroristes avaient prévu au Stade de France. Sinon, ça aurait été un autre bilan qui était déjà effroyable. Et suite à ces attentats, on a des camarades qui viennent du SAMU de Paris qui nous disent, écoutez les militaires, on a quand même eu de la chance. On est sûr qu'on aurait pu faire mieux. Si la prochaine fois, tout réussit dans ce qu'ils ont prévu, comment vous faites, vous, quand vous êtes submergé par des blessés, vous n'avez pas les moyens. Et donc, on a mis en place, avec l'École du Val-de-Grâce et le SAMU de Paris, des formations pour former les SAMU, les SMUR de France, donc des médecins et des infirmiers, pour prendre en charge des victimes d'attentats. Alors, initialement, on a commencé Paris, Petite Couronne, et puis après, on a diffusé à différentes villes de France. Et ça a été une expérience fabuleuse. Et je me souviendrai toujours d'une candidate d'une apprenante qui était venue en stage, qui était médecin, qui était intervenue au Bataclan. Et ce qui est terrible en fait ce genre de formation, c'est que vous avez des apprenants qui viennent certes pour apprendre, mais aussi pour apporter des questions à leurs réponses. Et elle, c'était clairement ça. Sa question, cette dame, c'était voilà, j'étais au Bataclan, j'ai pris en charge une victime, et à côté de moi, il y avait une femme qui m'a parlé durant toute la prise en charge, donc en faisant un peu la conversation. J'ai fini de prendre en charge mon blessé, et quand je suis retourné vers cette femme, en fait, cette femme était morte. Et la question qui me hante, c'est de dire, est-ce que j'aurais pu la sauver, et est-ce que finalement, elle n'était pas plus sauvable que la personne que j'ai sauvée? Voilà. Et donc, vous êtes face à ce genre de dilemme. Et donc, vous voyez que à travers la formation, ben là, pareil, il y a toujours un peu ce fil Ariane, cette humanité, cet échange entre professionnels, parce que voilà, c'est pas parce qu'on est soignant qu'on ne peut pas avoir d'inquiétude, de remords. Et donc, parfois, le temps de la formation peut être aussi un temps d'échange et parfois un temps un petit peu de réparation, en tout cas, voilà, pour essayer de mettre des mots sur l'indicible. Et évidemment, vous doutez bien que ce n'est pas moi qui n'étais pas au Bataclan qui allait donner des conseils, mais en tout cas, peut-être mettre du sens dans quelque chose qui, sur l'instant, n'en a pas forcément. Autre anecdote, j'ai eu aussi l'occasion de faire des formations à Dakar. Alors, je formais des médecins et des infirmiers, exactement le même principe, mais pour nos alliés du G5 Sahel, donc ça allait de la Mauritanie jusqu'au Niger. Et là, j'avais une stagiaire, une pédiatre de formation, une médecin, qui était intervenue au Mali sur un camion qui s'était fait exploser sur un camp des soldats de l'ONU. Et donc, elle est envoyée en premier. Et ce qui était fascinant dans son témoignage, alors il y a aussi le côté pédiatre aussi qui apporte une sensibilité qui est un petit peu différente du médecin purement adulte. Elle disait, voilà, quand je suis arrivé sur cette zone qui était complètement dévastée, ma priorité, c'était pas de soigner, de trouver quelqu'un à sauver. En fait, je recherchais juste une trace de vie, une trace d'humanité, juste pour me dire que j'étais moi-même toujours en vie. Vous voyez? Donc, vous voyez que finalement, ce métier de soignant, c'est à travers des formations, à travers son expérience, à travers cette résilience qu'on va développer nous-mêmes par rapport à la vie, essayer de se préparer à affronter l'inaffrontable finalement. Hein. Et c'est ça qui est fabuleux dans notre métier, c'est que vous ne pouvez pas ne pas être humble quand vous êtes médecin militaire, quand vous êtes soignant militaire, parce qu'à un moment, vous allez être affronté à quelque chose qui sera plus fort que vous et plus fort que ce que vous aurez connu, et hélas, parfois sur l'échelle un petit peu de l'horreur. Donc voilà, c'est cette humilité face à sa confiance, à ses compétences. Et ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure dans un autre contexte, c'est toujours se dire, mais il est où mon fil d'Ariane en fait? Qu'est-ce qui fait que je ne décroche pas, que je reste un soignant avec son humanité, avec ses forces, ses fragilités, mais finalement, les fragilités sont presque aussi importantes que les forces.
Voilà un petit peu ces 4 années fabuleuses. Et ça a été, voilà, les stagiaires, plein sont devenus des amis depuis. Ça a été une aventure humaine. Voilà, ça a été notre petite arche de Noé, des gens qui voulaient trouver des solutions pour qu'on arrête de nous faire la misère. Et la formation continue hein, depuis 2015 encore. Et voilà, c'est que du bonheur. Merci Sébastien pour ce parcours hyper inspirant. Je vous coupe un peu parce que le temps passe. Ah, je Peut-être suis si vous désolé. pouvez juste... Non, mais c'est passionnant et c'est plein d'humanité. Donc, merci pour ce témoignage et pour ces éléments qui sont en plus très imagés et qui nous permettent de vraiment se plonger et bien se projeter dans ce que vous avez pu vivre et honnêtement nous fait voir aussi une autre facette, je pense, de ce qu'on imagine du médecin militaire. Le temps que j'invite les jeunes à aller voter sur les questions qui ont déjà été posées et peut-être à en poser d'autres, parce que dans quelques instants, on va prendre des premières questions. Peut-être juste pour faire le lien, on a tous connu le Covid, vous en avez parlé tout à l'heure. Vous étiez où, vous, pendant la période du Covid et est-ce que vous avez été impacté particulièrement par cette période-là? Alors moi j'étais sur un autre centre de formation de l'école du Val-de-Grâce. J'étais directeur des études. Donc nous on a été impacté parce qu'il fallait réaménager les formations pour qu'on continue à alimenter les théâtres en soignants. Donc ça a été une séquence très intéressante, très très stimulante. Donc j'ai pas après évidemment j'ai contribué aussi à soigner évidemment des patients atteints. J'ai moi-même été atteint au début par le Covid. J'ai eu le droit aussi à mon hospitalisation avec mes trous de mémoire. Enfin voilà, vous prenez 80 ans en 10 jours, c'est assez sympa. Voilà, donc voilà, moi aussi j'ai eu cette expérience Covid, mais du coup c'était intéressant parce que du coup ça m'a un peu ramené symboliquement, si vous voulez, à une petite séquence d'Ebola. Alors évidemment, comme je vous dis, toute proportion gardée, il ne faut pas exagérer non plus. Mais voilà, vous étiez quand même voilà, un peu isolé. Et puis quand vous rentrez à la maison, vous dites waouh, je peux vraiment t'approcher, je peux te faire un bisou parce que là, tu es contaminant, tu n'es pas contaminant. Voilà. Donc voilà, ce que j'ai vécu, alors pour le coup, c'est pas forcément la période la plus sexy de ma carrière, mais elle a eu aussi, comme toute séquence, son intérêt pour moi. Alors, je vous propose d'enchaîner sur les questions des jeunes. Celle qui est la plus votée, c'est celle d'Elsa, qui nous dit être en première générale et qui vous demande quelles sont les qualités principales pour devenir médecin militaire. Et moi, je vais compléter. On sent chez vous une très, très grande humanité. Ça s'entend dans ce que vous dites. Est-ce que ce côté-là et ce côté proche des gens qui s'impliquent, etc., c'est une qualité du médecin militaire? Bah, je pense que plus qu'une qualité, je pense que c'est vraiment son ADN en fait. Le médecin militaire, de fait, il est citoyen du monde, il doit être ouvert sur le monde et les cultures, et il doit justement avoir. Alors, en fait, ça peut paraître paradoxal ce que je vous dis, parce que quand on vous forme en tant que soignant, on dit attention, il faut vous protéger, prenez la distance par rapport aux patients, sinon vous allez exploser. Mais oui, mais justement, comme je vous l'ai indiqué, pour moi, enfin, là c'est mon analyse personnelle, hein, je pense que c'est important d'acquérir une forme de fragilité. Parce que justement, ça vous titille un petit peu quand vous commencez à vous déshumaniser. Hein. Et donc, je pense que la plus belle qualité pour un soignant, je ne peux pas vous donner l'archétype du médecin militaire, en fait, c'est venez comme vous êtes, venez en tant que personne telle que vous êtes. Et en fait, quand vous devenez médecin militaire, il n'y a pas un seul médecin militaire qui fera la même carrière en étant généraliste, par exemple. Donc, vous, quand vous venez chez nous, on vous donne un bouquin. La première page, c'est votre réussite au concours niveau terminal ou plus tard, si vous nous rejoignez plus tard. Et toutes les pages qu'il y a derrière, c'est les pages blanches et c'est à vous de les écrire, en fait. Donc, ça sera votre livre, il sera unique et il sera forcément magnifique si vous y avez mis du cœur, en fait, tout simplement. Une question de Louane, qui ne m'a pas donné plus d'informations sur qui elle est. N'hésite pas, Louane, à peut-être ajouter des informations côté chat pour que je complète juste après. Elle est fan de La Ligne Verte, c'est le meilleur film de tous les temps, si c'est la même Louane qui est intervenue. Donc, peut-être. D'après votre expérience, est-ce que vos métiers sont compatibles avec une vie de famille? Bien sûr, sinon je ne l'aurais pas fait. Très sincèrement, je ne l'aurais pas fait.
Aujourd'hui, alors dans les armées en général et le service santé en particulier, on a un service qui est très féminisé. On a plus de la moitié de nos effectifs de nos soignants qui sont des femmes. Et les jeunes mamans et les jeunes papas, parce qu'il ne faut pas les oublier aussi, on peut tout à fait vivre une belle maternité, une belle paternité, comme vous l'entendez. Après, c'est aussi à vous de mettre vos tempos dans votre carrière. Moi, j'ai privilégié beaucoup les opérations extérieures dans un premier temps de carrière. Et après, j'ai souhaité me poser. Avoir mes enfants, je les ai eus très tard. Hein, pour mes enfants, elles ont 3 et 5 ans. Donc, vous voyez, je suis un vieux papa ou un futur très vieux grand-père. Voilà. Mais voilà, j'ai scindé ma carrière en 2 temps et j'ai pu voir grandir mes enfants, les accompagner. Donc, voilà, ça sera à vous aussi de construire votre temporalité. Mais la famille, c'est fondamental. La famille, c'est votre socle en quête. Alors, je dis, la famille, il n'y a pas de préjugés sur la composition de la famille, hein, que les choses soient bien claires. C'est votre entourage. Hein. C'est ça qui va être votre appui quand vous allez vivre des moments difficiles en tant que soignant d'opération extérieure. Voilà, ça va être un petit peu ces personnes, voilà, que j'espère pour vous, vous ne perdrez jamais. C'est la famille au sens très large. Hein. Ça peut être les frères, les sœurs, les parents, les enfants. Voilà, vous la concevez comme vous l'entendez, mais bien sûr, c'est fondamental. Sinon, c'est très compliqué de tenir dans le temps. Alors, Louane nous précise qu'elle est étudiante en première année de licence à l'université de Saint-Quentin en Yvelines et elle nous dit qu'en effet, elle est fan de la ligne verte et qu'elle a dû s'y prendre à 3 fois pour arriver à le regarder en entier. Question suivante. Naïma, qui a 17 ans et qui est lycéenne et qui vous demande si vous avez des conseils pour l'aider à préparer le concours de médecin militaire. Alors maintenant, vous allez sur le site de l'école des écoles de santé, vous avez les anciennes annales, voilà, vous avez maintenant tout un petit dispositif qui vous permet voilà, de réviser, de voir un petit peu ce qui peut être demandé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur nos sites de nos écoles de santé de Lyon-Bon. Parfait. Merci. On a Marc qui est en première année de médecine à Paris-Sorbonne. Il me demande s'il est possible d'aider le service Pardon, je pense qu'il veut dire d'intégrer le service de santé des armées sans être militaire, tout en étant étudiant. Vous arrive-t-il de travailler avec les services de santé civils et à quelles occasions? Il y a plusieurs questions en même temps. Est-ce que quand on est étudiant en médecine dans le civil, on peut travailler avec le service de santé des armées? Est-ce que vous travaillez avec des services de santé civils et si oui, à quelle occasion? Alors, on peut avoir le statut de réserviste quand on est étudiant. Alors, le statut de réserviste, en fait, c'est pour être militaire à temps partiel. Ça peut être 10, 15, 20, 30 jours dans l'année, voilà, où vous êtes chez nous, vous êtes militaire une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine. Généralement, on essaie de faire ça durant vos vacances universitaires. Et donc, on peut vous faire participer aux activités du service de santé des armées. On a un dispositif qui est en train de monter en puissance, qui est, pardon, je parle vraiment trop, qui est en train de monter en puissance. Ça s'appelle les cadets de santé du service de santé des armées, où c'est un petit système où on va vous accompagner, vous proposer des petites activités au sein du service de santé des armées tout au long de votre cursus, et pour vous accompagner pour peut-être, in fine, une fois que vous serez diplômé, être médecin militaire. Donc c'est tout à fait possible selon ces 2 dispositifs. Relation avec les civils, c'est ce que je vous disais, quand on a monté les formations pour les SMUR et les SAMU pour les attentats, on travaille complètement avec les civils. Hein. Ce ne sont pas 2 mondes différents. Hein. En fait, ce sont juste des médecins qui travaillent dans des circonstances différentes. Et justement, on travaille très bien avec le SAMU de Necker, la Pitié-Salpêtrière, quand vous êtes sur Paris, ça vous parle. Et voilà, on travaille avec eux sans problème. Et on a même des étudiants en médecine qui viennent faire les victimes quand on fait les afflux massifs, on les grime et tout ça. Et donc, ils adorent, c'est génial. Ils sont immergés dans des petites scènes d'attentats. Voilà. Donc, on travaille évidemment avec nos camarades civils. On a une question d'Isor qui a 24 ans et qui fait un double diplôme entre Sciences Po Strasbourg et la fac de médecine de Strasbourg et qui demande si vous travaillez avec des commissaires à ancrage santé et si oui, quels sont leurs rôles et qu'est-ce qu'ils apportent concrètement aux SSA et aux médecins militaires. Alors peut-être expliquer ce que sont les commissaires. Alors, les commissaires, alors là je vais schématiser, c'est eux qui gèrent les cordons de la bourse dans les armées.
Voilà, et toute, là, j'allais dire, la partie soutien de l'homme au sens large, donc la nourriture, l'hébergement, voilà. Donc oui, on a des commissaires du commissariat des armées qui travaillent au sein du service santé des armées, donc qui ont un ancrage santé et donc alors ils sont sur des postes très variables. Ça peut être des études, des chargés d'études, ils peuvent, ça peut être des juristes. Moi, par exemple, mon adjointe, là, actuellement, je suis au bureau recrutement. Mon adjointe est une commissaire et donc elle s'occupe de tout le volet financier, elle monte des partenariats, elle met en place des stratégies avec nous. Donc voilà, le commissaire a vraiment des horizons très, très variables. Ils peuvent être chefs du bureau du personnel pour gérer les personnels militaires d'un hôpital militaire, par exemple. Voilà, donc on a vraiment des. Bah, voilà, alors, c'est pas du tout péjoratif, c'est vraiment voilà, des couteaux suisses, des gens qui ont des compétences multiples. Donc là, je ne peux pas vous donner un poste type, c'est vraiment la palette est vraiment très, très large. On a une question hyper intéressante d'Oriane, qui est en deuxième année de médecine à Angers. Et elle nous dit qu'elle hésite à postuler à l'école de santé des armées. Et Oui, donc, elle dit que ce qui lui fait peur, c'est l'engagement de minimum 20 ans. ouais. Et elle demande, est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous avez fait le bon choix par rapport à une carrière civile? Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de justement cet engagement que vous devez prendre à un moment donné quand vous vous engagez dans les armées? Alors là, je ne veux pas faire de la sociologie de comptoir, mais je pense que nos générations sont différentes. Moi, à mon époque, si vous vouliez réussir votre vie, il fallait être en CDI et être carriérisé. Voilà. Et donc, vous projetez à 20-25 ans, ça posait pas de problème parce que c'était être en CDI, avoir une maison ou un appartement pour votre famille et faire vos enfants. C'était ça, en fait. On vous formatait. Alors, je schématise beaucoup, mais c'est pour pas non plus faire une disserte de philo. Aujourd'hui, je vois dans le recrutement, beaucoup de jeunes ont du mal à se projeter aussi loin parce qu'ils veulent garder aussi la main sur leur vie, sur leur carrière, avoir ce sentiment de liberté. Donc, moi, je pense, si naturellement vous ne projetez pas des horizons aussi lointains, j'allais dire, attendez d'être diplômé et on vous recrutera une fois diplômé. Il aura forcément des postes à pourvoir, même dans quelques années. Et là, vous partirez sur des contrats beaucoup plus courts, 2, 3 ans. Et si après vous voulez faire carrière, mais là, vous aurez beaucoup avancé dans votre vie, dans votre projet personnel, professionnel, familial. Et là, je pense que vous aurez, ce sera moins anxiogène pour vous. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, Sébastien, et je me permets de le mettre ici. C'est que l'avantage aussi de rentrer dans les armées et de faire ses études dans les armées, c'est qu'on commence déjà on ne paye pas ses études, on est soi-même payé, on devient militaire à ce moment-là et on est formé. Et je crois même, alors c'est pas, je crois, sur la médecine, mais c'est sur d'autres spécialités, que le service de santé des armées peut aussi prendre en charge des études dans le civil sur certains domaines sur lesquels vous êtes vous recherchez certains types de personnel. Est-ce que vous pouvez peut-être aussi nous parler un petit peu de ça et des avantages aussi à faire ces études au sein du service de santé des armées? Alors là, clairement, c'est le système dont j'ai bénéficié, hein. Je suis issu d'un milieu plutôt modeste. Ma mère n'avait clairement pas les moyens de me payer des études de médecine qui, à l'époque, revenaient moins cher qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, hélas, les études ont beaucoup flambé, que ce soit la médecine ou ailleurs. Et c'est vrai que nos écoles de santé permettent cela, c'est-à-dire que ce soit pour les infirmiers ou les praticiens, vous êtes recruté niveau bac, on vous finance vos études, on vous rémunère durant vos études, on vous héberge durant vos études. Et donc, évidemment, quand on est peut-être un peu précaire sur le plan matériel ou qu'on ne veut pas trop pénaliser le reste de la fratrie, ça peut être tout à fait intéressant. J'allais dire, le prix à payer, c'est un lien au service. C'est-à-dire que voilà, vous rendez à l'État ce qu'il vous a offert, si je puis dire. Et voilà, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, des liens au service qui peuvent aller jusqu'à 20-25 ans. Et après, le service santé peut aussi vous payer vous former sur une surspécialité, que vous soyez infirmier, parce qu'un infirmier, vous pouvez devenir infirmier anesthésiste ou infirmier de bloc opératoire, médecin, vous pouvez devenir chirurgien, cardiologue, réanimateur. Évidemment, tout ça vous créera du lien au service, mais je vais le dire, c'est un peu le deal, c'est-à-dire qu'en fait, l'État vous aide à devenir, avoir ce type de diplôme, et en échange, vous rendez à l'État l'investissement qu'il a fait pour vous.
Voilà. Alors après, vous évoquiez aussi un dispositif qu'on a mis en place, c'est qu'en effet, on peut financer, vous donner des bourses d'études, généralement sur votre dernière année de fac ou de d'IFSI, pour justement vous pouvoir vous recruter à l'issue de votre diplôme avec un lien au service qui est d'environ 2 ans en fonction de votre spécialité. Donc on a aussi ce petit système alors qui marche beaucoup chez les paramédicaux parce que hélas, on a beaucoup de paramédicaux, notamment des infirmiers qui abandonnent en deuxième, troisième année, faute de financement. Et parfois, on a des étudiants en médecine qui ont dû financer eux-mêmes leurs études. Et donc, le fait d'avoir un petit pécule qui arrive soulage aussi leur arrivée dans la vie professionnelle. Mais le côté, alors c'est pas péjoratif, hein, c'est vraiment le côté valorisant, le côté ascenseur social, on y tient énormément au sein du service de santé des armées. Merci. Dernière question, parce que le temps passe, je pourrais peut-être en prendre une encore dernière après, mais on va voir. Et c'est une question de Victor qui demande quelles sont les principales priorités en matière de santé en ce moment pour le service de santé des armées? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous intervenez particulièrement en ce moment? Alors, vaste question. Si vous voulez, nous aujourd'hui, on se prépare, mais au même titre que les autres armées, mais je crois que vous l'avez entendu dans les médias, on se prépare au combat de haute intensité. On avait plutôt évalué cette éventualité aux alentours de 2030. La guerre en Ukraine nous a fait comprendre que peut-être il fallait écraser ce calendrier. Donc voilà, on est investi un petit peu sur cette montée en puissance, sur la formation, alors du soldat jusqu'au médecin, sur voilà, comment on ferait avec des scénarios un peu de type haute intensité, comme vous pouvez le voir aux actualités en ce moment. Parfait. Allez, je tente une dernière question. J'essaye de prendre des questions que je n'ai pas déjà prises. Alors, question de Yvan. Quel est le plus gros risque que vous avez dû prendre dans votre carrière? C'est la question de la fin. Alors, on va finir par une image pas super glamour, mais bon, j'en suis désolé, c'est vous qui avez posé la question, donc c'est votre webinaire. Parfait. En fait, c'était quand j'étais en Afghanistan, justement, avec ce fameux bataillon afghan. C'était la veille, on devait aller sécuriser une vallée. Donc c'était une vallée encaissée par 2 montagnes. On rentre, il y a un point d'entrée, il y a un point de sortie. On ne peut pas sortir de la vallée une fois qu'on est dedans. Et les derniers qui étaient allés dans cette vallée quelques mois plus tôt, c'était des Américains. Et l'armée américaine avait dû racheter d'un côté les têtes et de l'autre côté le corps des Américains pour récupérer les corps de leurs soldats. Donc autant vous dire que la veille d'aller dans ce truc-là, vous dites waouh, soit vous y croyez, soit vous y croyez pas, mais là sur malentendu, là j'y ai cru, je vous le dis. Voilà. Eh ben, ce sera le mot quasiment de la fin. Non, je rigole. Ce sera la dernière question. Je m'excuse pour toutes les questions que je n'ai pas pu prendre, mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez 50 ambassadeurs et ambassadrices du service de santé des armées qui sont disponibles au quotidien sur Made Glacis et qui seront ravis d'échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas à aller regarder leur profil, n'hésitez pas à leur poser des questions et puis à continuer les échanges qu'on a pu avoir ce soir. Je vais vous laisser le mot de la fin, Sébastien, mais avant ça, j'aurais voulu peut-être résumer un peu ce qu'on s'est dit et revenir sur les principaux éléments. Moi, j'ai été extrêmement touchée, Sébastien, par la grande humanité et puis dans votre discours, on sentait que vous aviez, et je vais utiliser le mot, mais aimé les gens avec lesquels vous aviez été. Vous nous avez parlé souvent de séparation où il y avait les yeux mouillés des deux côtés et de personnes qui ont réellement compté. Et donc, du coup, c'est des rencontres importantes à la fois pour les personnes que vous avez soignées ou que vous avez aidées, mais pour vous aussi, on le sent. Et donc, du coup, je retire de ce webinaire une très, très grande humanité et une vraie place donnée à l'humain très, très forte. J'entends que vous l'avez dit à plusieurs reprises qu'il faut croire en soi, que vous nous avez dit que vous-même vous aviez raté l'entrée à l'école de santé des armées, mais que ça vous a pas empêché d'y croire et de continuer. Et puis aussi, vous avez vraiment expliqué que
on est maître de son destin et on écrit son histoire, et que chaque parcours de professionnel au sein du SSA est unique et dépend en fait de la personne qui le vit et qui le crée. Et puis, un dernier sujet, c'est que je crois, et pourtant j'ai reçu beaucoup de personnes dans ces webinars, et dans les armées, tout le monde a fait des OPEX, mais vous nous avez vraiment fait voyager ce soir. Vous nous avez amenés dans des contrées très différentes, dans des conditions différentes, au plus proche des populations et de leur manière de vivre, hein, que vous avez prise pendant le temps que vous avez passé à leur côté. Et je ne sais pas si c'est la très forte humanité aussi que vous avez donnée à votre récit, mais moi j'étais avec vous, je vivais un peu par procuration ces moments-là, et très rapidement, en un temps très court, on a été dans plein d'endroits différents et fait des choses assez différentes. Donc pour ça, je trouve que c'est une incroyable aventure qui est promise aux personnes qui suivraient vos pas. Et encore une fois, on a beaucoup parlé du médecin militaire aujourd'hui, mais vous l'avez dit à plusieurs reprises, vous n'êtes pas seul et vous êtes accompagné d'autres personnes et d'autres corps, et notamment des paramédicaux. Donc, ça va au-delà du médecin et ça montre la diversité des possibles. Je crois qu'il y a 300 métiers au sein du SSA, c'est ça? C'est ça, tout à fait, oui. Et combien de recrutements? Alors, au tout le SSA, on est 15 000, donc on est assez petit. Recrutement, je ne parle pas des écoles, on est à peu près à peu près 300 par an entre les médecins et les infirmiers hors école. Hein. Super. Je vous remercie infiniment, Sébastien, pour ce partage, pour cette générosité, pour cette humanité. Et puis, je vous laisse le mot de la fin avec peut-être un petit message pour les jeunes qui vous écoutent et qui se posent la question de suivre vos pas et de contribuer aussi au SSA. Alors moi, voilà, c'est vraiment un message d'optimisme. C'est croyez en vous, croyez en votre destin. Ne lâchez jamais rien. Si c'est votre destin, ça arrivera. Et dites-vous que la plus belle richesse que vous aurez dans votre vie, ça sera jamais un diplôme, ça sera vous. Voilà. Et ce vous, il sera unique. Et c'est ce vous qui fera de vous, quel que soit le métier que vous allez faire, que ce soit soignant ou autre, un super professionnel et quelqu'un qui va mettre de l'humain dans le quotidien de nos concitoyens et de nos concitoyens du monde. Voilà. Merci pour votre témoignage, Sébastien. C'est le premier épisode d'une série qui va être assez longue, où on pourra rencontrer d'autres professionnels du service de santé des armées. Donc, je vous dis à très bientôt. Et puis, on communiquera prochainement sur les dates des prochains rendez-vous. À très vite. Merci à tous. Merci, Sébastien. Merci. Au revoir.